Pierre Alté, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes linguiste, maître de conférence à Paris Descartes en sciences du langage. Vous collaborez au laboratoire EDA, Éducation, Discours, Apprentissage. Et vous êtes également l'auteur de l'un des rares livres sur la question, les émoticônes et les interjections dans le chat, donc paru aux éditions Lambert-Lucas. Alors, dites-nous, est-ce que c'est une nouvelle langue, ces emojis ? Alors c'est problématique de donner le statut de langue aux emojis parce que d'abord c'est que de l'écrit. Et une langue, c'est de l'oral plus de l'écrit en général. Et puis quand on parle de langue en général, on entend un système qui se combine sur plusieurs niveaux. Un niveau phonétique, un niveau morphologique, c'est-à-dire qu'à partir de sons, on fabrique des mots, à partir de mots, on fabrique des phrases, à partir des phrases, on fabrique des textes. Or, avec les emojis, on n'en est pas tout à fait là. Les emojis... On s'en est passé jusqu'à maintenant, alors ça ajoute quoi finalement ? Alors qu'est-ce à la que ça ajoute ? communication ? Je ne sais pas si ça ajoute quelque chose. Disons que ça joue le rôle de quelque chose dont on a absolument besoin quand on communique habituellement en face à face à l'oral, c'est-à-dire les gestes, les mimiques et tout ce qui est physique, c'est-à-dire le rôle du corps. Quand on se parle à l'oral, il y a ce qu'on dit, d'une part, et il y a comment on le dit. Le sens émerge de la combinaison de ces deux choses-là. Quand on se retrouve à l'écrit, comme on le fait pour nos écrits numériques, c'est-à-dire en communiquant très rapidement, en direct, tout se passe en fait comme si on était en face à face, parce que la temporalité est très réduite, etc. On doit aller vite, mais on n'est pas en face à face, donc on n'a pas le corps. Donc on a besoin de trouver des petits systèmes, des outils pour pallier ce manque, et c'est ce qu'on fait avec les emojis qui, pour la plupart, imitent, en fait, ressemblent à des gestes, à des mimiques, et donc jouent ce rôle-là à l'écrit. Donc en fait, ça se veut aidant dans le monde du virtuel. Alors est-ce que c'est aidant ? Peut-être oui, en tout cas c'est quelque chose qui a émergé naturellement. Dès l'apparition des premiers logiciels de chat dans les années 70, on a Parce que finalement c'est une vieille histoire, c'est pas si nouveau que ça. C'est ça, oui, c'est dès l'apparition du chat dans les années 70 aux États-Unis, on a des petites icônes qui indiquent l'émotion de celui qui parle, enfin de celui qui écrit plutôt. Et donc c'est quelque chose qui émerge parce qu'on en a besoin en fait, simplement pour communiquer comme on le fait en contexte numérique, c'est-à-dire rapidement, comme si on était en face à face, pour donner une impression d'oralité. On a besoin de ces choses-là et elles ont émergé naturellement. Puis elles se sont développées. Alors vous avez utilisé le mot impression, donc on perd quand même la complexité de la conversation, en fait la subtilité même de la conversation où chaque mot a quand même un sens précis. Donc il n'y a pas une perte de sens de la pensée, de la précision de la pensée ? Alors, pour répondre à cette question, on peut observer deux modes d'utilisation des emojis. Il y a une première façon d'utiliser les emojis qui est de les utiliser pour remplacer des mots. Ça, c'est possible de le faire, c'est-à-dire qu'à la place de dire le mot cheval, je vais mettre une petite image de cheval. Cet emploi-là, il est minoritaire dans les réseaux sociaux, tout simplement parce qu'il ne peut pas atteindre la complexité qu'a notre langue verbale. Une emoji ne peut pas se conjuguer au futur, une emoji ne peut pas se mettre au passé. On ne peut absolument pas faire tout ce qu'on peut faire avec notre langue verbale en remplaçant les mots par des emojis. Donc de ce côté-là, pas de souci. L'autre usage des emojis, c'est pour indiquer ces émotions qui accompagnent ce qu'on dit, c'est-à-dire pour montrer comment on parle et faire porter son attitude sur ce qu'on dit, quoi. Et alors là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'elle se comporte tout à fait comme... elle fonctionne en tout cas tout à fait comme fonctionnent les sourires, les gestes à l'oral. Je pense qu'on ne dirait pas que les sourires ou les gestes mettent en danger notre langue ou l'appauvrissent ou affaiblissent notre pensée. Donc il n'y a pas de raison de dire ça pour les emojis. D'autant qu'on sait maintenant, avec les sciences cognitives, les neurosciences, que la pensée n'est pas purement verbale, n'est pas purement ancrée dans la langue. Les couches affectives... On est dans un langage hybride, en fait, maintenant. Alors, avec ces emojis, oui, on est effectivement dans un langage hybride qui mêle l'écrit et le visuel, en tout cas le verbal et le non-verbal. Et c'est une tendance qui s'accroît, puisque nos communications numériques mettent à notre disposition beaucoup d'outils provenant de différents systèmes de signes. Alors, derrière cet aspect ludique, il y a quand même des enjeux importants d'un point de vue scientifique ou même d'un point de vue économique.
Alors d'un point de vue économique, il y a des enjeux effectivement, parce que eh bien, on a certaines entreprises, certaines marques qui cherchent à placer leurs produits parmi la banque des emojis, ça c'est une première chose. Elles jouent un rôle aussi économiquement dans la publicité. Beaucoup de publicitaires cherchent à intégrer à leur message publicitaire des emojis, ça rend la chose plus humaine. Elles servent aussi dans les services après-vente, où vous avez des petits robots qui vous répondent automatiquement par chat, assez souvent maintenant. Et donc on cherche à intégrer les emojis à ces petits robots pour rendre le service après-vente plus sympa. D'un point de vue scientifique, les enjeux, c'est d'arriver à décrire leur fonctionnement, et d'un point de vue linguistique notamment, pour pouvoir ensuite faire des recherches automatiques sur des grands corpus. Et par exemple, pouvoir déterminer automatiquement que tel ou tel emoji est employé de façon ironique ou pas, qu'elle indique la tristesse, par exemple, ou pas. Et ça a évidemment des enjeux pour tous les gens qui s'intéressent aux questions d'image sur les réseaux sociaux, par exemple. Ça peut être des entreprises, ça peut être aussi pour des raisons politiques, ça peut être pour des raisons sociologiques. Bref. On voit comment c'est récupéré aussi par des lobbies. Tout à fait, parce que... Ou par des communautés. Il y a des communautés, effectivement, qui s'emparent de ce problème-là, qui cherchent à... Enfin, de ce problème-là, donc, qui s'emparent de cette façon de communiquer. De cet outil. De cet outil, pour essayer de véhiculer un certain nombre de valeurs. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que le fait qu'elle soit numérisée fait qu'on a accès assez facilement à des textes qui comportent ces signes-là. Et ça, pour un chercheur, c'est assez intéressant parce que ça permet de faire des recherches sur des textes qu'on peut récupérer assez facilement. Là où travailler, par exemple, sur de l'oral, en face à face, sur les mimiques et tout ça, est un petit peu plus compliqué en termes expérimentaux. Merci Pierre Alté pour ce décryptage. Donc, je rappelle le titre de votre ouvrage, Les émoticônes et les interjections dans le chat. Un autre livre sur la question, mais en anglais, The Semiotic of Emojis, de Marcel Danesi. Et puis, un jeu, Emoticon Challenge. Voilà, pour tout dire sur les emojis.